Et le changement climatique, c'est en Méditerranée peut-être encore plus qu'ailleurs. Je vous donnerai rapidement quelques chiffres qui permettent d'illustrer ça. Le sujet qui est le plus aigu évidemment et dont les opinions publiques au nord comme au sud se sont emparées, mais qui est le plus pressant. Mais pour prendre la mesure du problème, ayons d'abord en tête que la Méditerranée, plus qu'aucun autre lieu, plus que tout autre lieu dans le monde ou sur la planète, est ce qu'on appelle un hotspot du changement climatique, c'est-à-dire un des lieux les plus concernés par cette problématique. La température ou le réchauffement climatique en Méditerranée, dans cet espace-là, qui représente 1% de la surface du globe, eh bien, est 20% plus élevé en moyenne qu'ailleurs sur la planète. Donc là, autrement dit, la température s'élève plus et plus rapidement. Cet été, on a eu affaire à un phénomène nouveau, les canicules marines, qui illustrent aussi cette problématique du changement climatique, du réchauffement climatique. Toutes les éponges de mer situées entre 0 et 25 mètres dans le golfe de Marseille ont disparu, ont été détruites, anéanties. Mais s'il y a un sujet qui peut permettre d'avancer, y compris sur le plan politique, c'est précisément des actions en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors c'est ce qu'on essaye de faire à notre échelle, avec nos outils, à travers des actions concrètes, qui sont des actions politiques, qui sont des actions juridiques parfois. C'est ce qu'on essaye de faire aussi à l'échelle de l'Union européenne. On est en train de... Alors d'abord, il y a la COP en ce moment, la COP 27 en ce moment, à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Et au sein de la COP, il y a un pavillon qui s'appelle le pavillon méditerranéen. C'est la première fois qu'il y a un pavillon méditerranéen à la COP. Alors bon, tout ça pour l'instant c'est pas des actions très très concrètes, mais à l'occasion de la tenue du pavillon méditerranéen, auquel la France évidemment contribue avec tous les pays de la Méditerranée, eh bien il y a un organe, un instrument de financement qui s'appelle le PLIF. Bon, peu importe, c'est un acronyme, avec 1 milliard d'euros mis sur la table pour financer des actions locales en faveur de la biodiversité et de la lutte contre le réchauffement climatique. 1 milliard d'euros, c'est pas rien, c'est pas considérable à l'échelle du problème évidemment, mais c'est un instrument parmi d'autres, public, privé, avec plein d'acteurs financiers, plein d'États, plein de bailleurs multilatéraux, la Banque mondiale, etc., qui peut nous permettre, et très concrètement, on le fait dans le Sinaï, on le fait en Tunisie, on le fait en Égypte évidemment, dans le Sinaï notamment, on le fait à Chypre, qui peuvent nous permettre de financer des actions en faveur de la biodiversité. Autre exemple, la multiplication ou l'augmentation du nombre d'aires marines protégées. C'est un enjeu énorme en Méditerranée. Au congrès de l'UICN, Congrès mondial de la nature, en septembre 2021 à Marseille, le président de la République a pris un engagement, qui est un engagement fort, qui est d'atteindre 5% puis 10% d'aires marines protégées en Méditerranée. C'est considérable, on en a besoin, et vous savez à quel point les zones protégées, les zones de protection renforcées sont essentielles pour préserver la biodiversité et aussi, évidemment, par là même, contribuer à lutter contre le changement climatique. La Corse, comme je pense la plupart des entités insulaires en Méditerranée, des grandes îles notamment, mais aussi de toutes les îles, et la Méditerranée en regorge, sont des réservoirs de biodiversité. Donc ça, c'est quand même un premier point qui est essentiel, c'est une évidence, mais il faut la rappeler. Et donc, c'est une biodiversité qu'il faut, ou des réservoirs de biodiversité qu'il faut à tout prix continuer à protéger. Je dis continuer à protéger parce que la Corse en particulier, par rapport au continent d'ailleurs, et tous les chiffres le montrent, fait déjà beaucoup dans ce domaine. 55% du territoire de la Corse est protégé, d'une manière ou d'une autre. Alors, les aires Natura 2000, les zones de protection renforcées, les aires marines protégées, etc. Il y a plein de dispositifs, mais en tout cas, 55%, c'est évidemment beaucoup plus que la moyenne continentale, donne lieu à des mesures de protection du territoire. C'est considérable et évidemment ça montre à quel point la biodiversité, la protection de la biodiversité sur ce territoire est importante. Il y a un enjeu qui est le tourisme. Je veux dire, on peut rappeler aussi des chiffres. Là, 30% du tourisme mondial se situe en Méditerranée. Et la Méditerranée, c'est également 30% du trafic mondial. Des chiffres qui sont considérables. C'est-à-dire que la Méditerranée, et les photos par satellite le montrent de façon hallucinante, c'est une myriade de routes maritimes. C'est un enchevêtrement de routes maritimes. Et la Corse est située en plein milieu. Et donc, ça veut dire que c'est un défi énorme
pour les élus, pour les collectivités, pour les citoyens, que de préserver l'exemplarité de l'île en matière de biodiversité, tant les pressions et les contraintes sont extrêmement fortes. Nous avons toujours défendu l'idée que ce qui est fait sur les territoires doit être fait a priori, je dirais, pour les gens du territoire. C'est-à-dire que je pense que trop souvent, on pense les choses en fonction de la vocation du territoire. Et ça peut être, en matière de tourisme, ça peut être dangereux. Ça peut conduire à des dérives, à des excès, à des choses qui ne sont pas véritablement intéressantes pour la vie du lieu. Et donc, je crois qu'il faut, il faudrait essayer, autant que faire se peut, de penser, encore une fois, le développement de façon à ce qu'il serve le territoire. Et en matière de culture, c'est très important. Sinon, on dévie vers une façon de penser l'accueil et l'autre comme de l'animation. Une sorte de marchandisation du territoire. Exactement. Et ça crée des déséquilibres profonds qui eux-mêmes engendrent une catastrophe, y compris sur le plan écologique. Donc tout ça, évidemment, il faut arriver à le remettre en équation et essayer de penser les choses d'abord, je veux dire, de penser les choses dans un premier temps pour qu'elles servent le développement du local. Et ce développement, évidemment, le tourisme s'en sert, est censé s'en servir. Je dis toujours, attention de ne pas, de ne pas provoquer de mauvais amalgames. Parce qu'il peut y avoir une tentation du repli. Il peut y avoir une tentation du je reste chez moi parce que l'autre doit rester chez lui. Voilà. Et tout ça, c'est évidemment, ça peut être évidemment problématique. Quand on parle de choses qui nous sont, qui nous tiennent à cœur, auxquelles on est attaché, on parle d'identité, etc. Là aussi, identité, c'est un thème très compliqué à manipuler avec beaucoup de pincettes, évidemment. On entend souvent, très souvent, dire que nous sommes évidemment riches de nos différences. Eh bien, pour notre part, on travaille aussi beaucoup pour démontrer qu'on est plus riche encore de nos similitudes. Et je crois que si on ne passe pas par là, on n'arrivera pas à régler nos problèmes. C'est-à-dire qu'on risque de renvoyer chacun à ses propres responsabilités. On voit bien ce qui se passe, les COP 1, 21, 27, 48. Je veux dire, on avance, bien entendu, mais on avance beaucoup, beaucoup plus lentement qu'au fond ce qu'il faudrait. Et est-ce qu'on n'est pas finalement aujourd'hui en quelque sorte un peu prisonnier de ça, de cette nécessité de vivre sur son territoire, de vivre dans la proximité, etc. Et puis le besoin aussi de faire en sorte que les choses continuent à être ce qu'elles ont toujours été. L'homme est un voyage, l'homme est quelqu'un qui migre, l'homme est quelqu'un qui bouge, etc. Alors bien entendu, il faut éviter de bouger, de prendre un jet pour aller passer une soirée à Buenos Aires, ça c'est évident. Mais voilà, nous, notre préoccupation, c'est toujours celle-là. Donc on est toujours dans l'idée de vouloir rapprocher les uns et les autres, avec toutes les contradictions que ça peut engendrer. Je vous donne un exemple. On est co-organisateur avec le SBEL Galbez et depuis 35 ans des rencontres du champ polyphonique. Là aussi, c'est une empreinte carbone catastrophique. Je veux dire, on a un festival. Alors vous allez me dire, c'est un festival, mais si on multiplie les festivals, évidemment, c'est problématique. Mais nous sommes des gens qui faisons venir des gens qui viennent de l'autre côté du monde et on a la certitude absolue que c'est une nécessité, un besoin impérieux, si l'on veut faire en sorte que
le nationalisme, la haine et la guerre ne s'installent pas. Voilà, et on est pris dans ces contradictions. Alors, moi j'attends beaucoup de gens qu'on vienne finalement nous aider en nous disant peut-être qu'il y a telle ou telle solution, etc. Peut-être qu'il y a des choses à changer dans vos comportements qui feraient qu'on pourrait toujours porter ce discours qui est un discours d'ouverture avec toujours, encore une fois, l'idée d'enracinement. Moi, j'ai le sentiment d'être bien dans mes baskets. Je ne me pose pas tous les matins la question de savoir de mon identité. Je la vis bien. Et en même temps, je ne vis pas l'autre comme une peur, comme celui... D'ailleurs, notre malheur, sans doute, c'est souvent de penser l'identité comme une défense. Je crois que dès qu'on commence à se sentir en danger, à vouloir défendre une identité, c'est là qu'on devient, à mon sens, qu'on devient dangereux.